Rebonsoir à tous. Donc, nous allons enchaîner sur la dernière session de ces 17e rencontres au cœur du débat, donc avec un titre très alléchant. Qu'est-ce que guérir? Qu'est-ce que guérir? Et nous avons la chance d'accueillir M. Bertrand Perrier, qui est avocat de formation, mais qui a beaucoup travaillé sur l'oralité, avec des ouvrages sur ce domaine. Et donc, nous allons profiter de votre expérience et de votre connaissance de l'expression orale et de son utilisation potentiellement dans le champ du domaine de la santé. Merci beaucoup, merci de votre invitation. En voyant le thème « Penser pour penser », j'ai pensé précisément à votre goût du jeu de mots et je me disais finalement, est-ce que les mots MOTS peuvent soigner les mots MAUX? Et c'est vraiment notre sujet, de la guérison et de son rapport avec le langage. Alors, puisqu'on parle de guérison, il faut immédiatement parler d'étymologie si on s'intéresse à la langue. Et c'est assez intéressant de voir que, initialement, guérir, ça n'est pas du tout suturer une plaie ou faire disparaître une maladie. En réalité, au XIe siècle, le mot « guérir » ne signifie pas cela du tout, il signifie « protéger ». Donc, on n'est pas du tout dans l'acte de soigner, on est déjà dans la prophylaxie, c'est-à-dire que guérir, c'est éviter la maladie. Et on retrouve là des logiques de médecines alternatives asiatiques où l'on considère que finalement, la médecine précède la maladie plutôt qu'elle ne la suivrait. Et donc, l'idée d'une guérison qui serait antérieure à l'affection elle-même est étymologiquement vérifiée. Ça n'est que plus tard, au XIIe siècle, que le terme « guérir » prendra le sens que nous lui connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire réparer une maladie. Alors, évidemment, il y a quelque chose d'un peu incongru d'inviter un avocat pour parler à des médecins. Je ne l'ignore pas et probablement que ceux qui nous écoutent se disent « qu'est-ce qu'il fait là ?» hormis nos problématiques communes de profession libérale. Mais cela dit, en y réfléchissant un peu, avant de venir vous voir, je me suis dit que nos professions étaient confrontées à des défis communs. Au regard de la notion d'autorité, vous aviez l'effet blouse blanche, nous avions l'effet robe noire. Et finalement, notre statut suffisait à nous donner l'autorité sociale, morale, scientifique, pour imposer naturellement, par la parole, mais aussi par nos connaissances, notre savoir, notre légitimité de sachant, une guérison, ou en tout cas un soin, à un patient ou à un client. Et nous vivons les uns et les autres une situation où l'effet blouse blanche comme l'effet robe noire s'est totalement émoussé. Pourquoi? Parce que notre parole, nos paroles sont totalement concurrencées. Nos clients viennent nous voir avec des assignations toutes prêtes qu'ils ont trouvées sur Internet, de la même façon que probablement vos patients viennent vous voir avec des ordonnances déjà pré-rédigées par des personnes dont ils ont eu des consultations dans des circuits inavouables. Et donc, nous avons une parole qui, certes, peut encore soigner, j'expliquerai comment, mais qui est concurrencée. Ce n'est pas le seul point commun entre nos professions. Et nos professions sont des professions de crise. Nous venons voir l'avocat lorsque nous sommes en difficulté, nous venons voir le médecin lorsque nous sommes en difficulté, et donc c'est une parole que nous n'aimons pas entendre, c'est une parole que nous sommes contraints d'entendre, celle du médecin comme celle de l'avocat. De ce fait initial, dans le rapport que nous avons avec nos clients et que vous avez avec vos patients, naît aussi une exigence commune qui est celle du secret. Et vous savez à quel point les avocats se battent pour conserver leur secret professionnel. Et finalement, avec le prêtre, nous sommes les trois professions dans lesquelles il y a un confessionnal qui est la garantie même de la fiabilité du propos et donc d'une guérison possible. Et si il n'y a pas une confiance dans la confidence, et d'ailleurs les deux termes ont des étymologies communes, eh bien il n'y a aucune guérison possible, notamment au regard de la question de la parole. Maintenant, là où nous avons aussi, je crois, des problématiques communes, c'est dans la conception même de ce que nous pouvons pour ceux qui viennent nous voir. Et il y a peut-être là, sur la question de la guérison, une réflexion à avoir sur une guérison en deux temps. Et de la même façon que les avocats ont aussi une sorte de guérison en deux temps. Vous avez la guérison pure et simple, c'est-à-dire la guérison qui fait disparaître le mal. C'est ce que les médecins recherchent parce que c'est une guérison technique
il y a une maladie, il y a un remède, et parce que vous avez un savoir qui vous permet de relier l'un à l'autre, eh bien, la guérison survient, elle est mécanique, et si vous prenez ceci, c'est un système de logique causale, eh bien, si vous prenez ce médicament, vous ne serez plus malade. C'est évidemment et d'ailleurs, en rhétorique, c'est assez amusant, je n'avais pas pensé à vous en parler, mais je dis souvent, il y a un plan dans une organisation du propos, qui est le plan de l'ordonnance médicale. Lorsque vous voulez convaincre quelqu'un de quelque chose, eh bien, vous faites un plan qui est le plan de l'ordonnance médicale et qui marche, je vous le donne, c'est cadeau pour convaincre quelqu'un autour de la dinde de Noël qui approche. Il y a 4 temps dans la structure d'un propos. Le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça peut être pour une réforme dans un conseil d'administration, ça peut être pour une réforme de management dans un hôpital, ça peut être absolument tout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le diagnostic. Ensuite, c'est la thérapeutique. Qu'est-ce que je propose comme réforme? Troisièmement, quels sont les bénéfices que je peux en attendre? Et quatrièmement, c'est voilà la prescription, maintenant vous allez aller chez le pharmacien, l'acheter et la prendre. Et donc, ces 4 temps de la rhétorique et de la médecine sont absolument communs. Un diagnostic, un traitement, un bénéfice et un appel à l'action. Et donc finalement, vous voyez bien que les rhétoriciens et les médecins suivent le même cheminement logique. Et donc, pour revenir sur l'idée qu'il y aurait peut-être 2 guérisons. Et donc, il y a la guérison miraculeuse qui est chez nous, avocats, mais c'est le même Graal que nous poursuivons, c'est-à-dire la maladie qui n'existe plus. Une sorte de miracle moderne, scientifique, mécanique, c'est chez nous l'acquittement. C'est-à-dire que nous avons réussi à démontrer par A plus B que cet homme est innocent. Et donc pour nous, évidemment, avocats, l'acquittement, quand la cour d'assises revient après avoir délibéré et dit qu'à la question de la culpabilité, il a été répondu non, c'est évidemment une immense victoire et c'est ce qui fait cette adrénaline unique que nous recherchons dans les audiences, au moins au pénal, c'est-à-dire la consécration par la parole de l'innocence, c'est-à-dire de la guérison de notre client. Mais il n'y a pas que cela, parce qu'il y a des guérisons en réalité impossibles. Et vous le savez très bien, vous soignez aussi des malades incurables. Et vous voyez bien la contradiction dans les termes. Soigner un incurable, c'est-à-dire que le soin n'a pas nécessairement pour objectif la guérison. Et je crois qu'il faut décorréler le soin de la guérison, de la même façon que nous autres avocats, parfois nous savons que le client est coupable, et pour autant, aller porter sa parole, aller chercher une peine qui est conforme à la réalité des choses, c'est aussi faire œuvre de justice. Et donc, quand on dit qu'est-ce que guérir, eh bien, je crois que guérir, ça n'est pas nécessairement faire disparaître la maladie, ça peut aussi faire disparaître la souffrance. Et d'ailleurs, dans l'idée de soins palliatifs, ce sont des soins et ce n'est pas une guérison. À ce stade-là, on a renoncé à guérir. Est-ce pour autant que la médecine n'a aucun rôle à jouer? Évidemment, pas du tout. Et cet accompagnement-là est autant une guérison que cette guérison par A plus B, qui est celle des livres, lorsque nous avons des livres de droit ou des livres de médecine. Il y a des situations où la guérison est hors de portée, de la même façon que pour nous, il y a des situations où l'acquittement est hors de portée, et pour autant, vous avez un rôle et nous avons un rôle qui est celui d'accompagner, d'expliquer, et c'est là précisément que la parole entre en jeu. Lorsque il y a une médication qui, de façon absolument certaine, provoque la guérison, finalement, la parole est simplement un acte par surcroît, un acte d'explication. Je vous explique ce que je vous prescris et voilà ce que ça va produire, mais finalement, les mots ne sont pas absolument acteurs de la guérison. Là où les mots peuvent être acteurs de la guérison, c'est précisément quand la guérison n'est pas possible et qu'on en est réduit dans l'acte médical, non pas à l'acte de guérir, mais à l'acte de soigner. Et d'ailleurs, vous voyez bien que dans la période du Covid, qui avons-nous applaudi? Nous avons applaudi des soignants. Ce que la population attend d'abord d'une population médecin, ça n'est pas seulement une guérison, c'est un soin. C'est l'idéologie évidemment du care, c'est-à-dire prendre soin
de l'autre, et rien que par les mots, et alors évidemment, bien sûr, vous savez à quel point les mots des médecins sont un peu comme les mots des avocats. Là encore, on a un parallèle qui est tout fait. Le jargon des uns, le jargon des autres. Vous avez les médecins de Molière d'un côté et les avocats de Daumier de l'autre. Dans la caricature de ce que l'on peut faire de nos deux professions, bien évidemment que nous avons des jargons, nous avons des paroles d'entre-soi, nous avons des écritures illisibles, enfin, tout ce qui fait que nous aimons aussi cette petite partage d'expérience entre nous qui a pour objet que nous nous reconnaissons. Les médecins enfin, je vous le dis, les avocats se reconnaissent entre eux. Je suppose que les médecins également. Vous parlez à un hypocondriaque, hein, donc je sais qu'à peu près de quoi ma mère était infirmière, donc je me soigne un Oedipe aussi en venant vous voir. Et donc, si vous voulez, je crois que il y a donc dans la parole l'idée d'un accompagnement et d'une explication. Et je voudrais vous donner 2-3 idées, et puis après, je vais m'efforcer de répondre à vos questions si je le peux. Dans cette prise de parole des médecins. Alors, il y a d'abord quelque chose qui est probablement un peu marginal, mais qui est la psychanalyse. La psychanalyse est précisément une médecine de la parole. Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de prescription d'ailleurs, et c'est assez étonnant de voir que le patient est lui-même juge de sa propre guérison. C'est-à-dire qu'il va arrêter au moment où lui aura estimé être guéri. Mais ça n'est pas absurde. Cette talking cure, comme l'appelle Freud, a pour objectif non pas tant de guérir, mais de vivre avec la souffrance. Et Lacan dit que la guérison vient par surcroît. C'est-à-dire que la guérison n'est pas nécessairement l'objectif. L'objectif est d'accepter ses névroses et de vivre avec. Et donc finalement, vivre avec une maladie, notamment une maladie au long cours, c'est pour moi une forme de guérison. Et c'est là que la parole des médecins entre en ligne de compte, et notamment l'idée qu'il faut absolument que les médecins fassent leur ce conseil très ancien d'Aristote, qui est la psychologie de l'interlocuteur. On ne parle pas à tout le monde de la même façon. Et Montaigne dit que 50% du discours est dans celui qui écoute. Et les Grecs avaient compris à quel point l'adaptation du propos à celui qui en est le destinataire est la clé de la conviction. On ne peut pas dire à tout le monde la même chose. Il y a des patients probablement qui veulent absolument tout savoir, il y a des patients qui ne veulent rien savoir, il y a des familles qui ne peuvent rien savoir. Et donc, véritablement, je vois qu'il n'y a pas une parole médicale, il y a des paroles médicales en fonction du récepteur de la parole. Et nous savons bien aussi que dans ceux qui vous disent « je veux tout savoir », en réalité, ils ne veulent surtout pas savoir. Il y a un affichage, je dis « Maître, je suis en situation de tout entendre ». Ils nous le disent, ça. Et ils vous disent aussi « Docteur, dites-moi la vérité ». C'est surtout évidemment celui auquel il ne faut rien dire, parce qu'il ne la veut pas. En vous disant qu'il l'a dit, qu'il la veut, il avoue qu'il ne la veut pas. Donc, c'est très important de vous dire « Voilà, qui est cette personne, à qui je parle ?» Ça n'est pas seulement une situation thérapeutique, c'est une personne qui est dans une situation de recevoir une parole ou pas. Et l'explication, vous savez, la phrase de Camus, « mal nommer, c'est accroître le désordre du monde ». Eh bien, en médecine aussi, mal dire les choses, c'est aggraver une maladie. Et on le sait bien dans le placebo. Le placebo est typiquement la maladie qui se guérit par le psychisme et qui est donc en prise avec tout les miracles de la parole et de l'irrationnel. Donc bien sûr que la parole a un rôle à jouer dans l'acte thérapeutique, la parole qui rassure, la parole qui explique, la parole qui donne des perspectives, la parole qui est très technique ou au contraire qui l'est moins. Et donc je crois véritablement qu'il y a un rôle dans la guérison pour la parole, avec donc cette première exigence. Je vais donner 3 idées et après je vais répondre à vos questions dans la mesure où je le peux, ça va aller très vite. La première, je l'ai déjà donnée, rassurez-vous, c'est vraiment à qui je parle. Demandez-vous à qui je parle, quelle est son histoire médicale, quelle est son histoire personnelle, quelle est son histoire familiale, la première chose. La deuxième chose, il y a une étude absolument fascinante qui a été faite il y a quelques années par une académie des sciences américaine qui montre qu'au bout des 7 premiers mots que vous avez dit à quelqu'un, cette personne a déjà porté un jugement sur vous. Eh bien, ces 7 premiers mots que vous allez dire à un patient, si déjà ces 7 premiers mots ne sont pas adressés, même avec la dernière question que je vais aborder, c'est les questions de langage non verbal et paraverbal. Mais ces 7 premiers mots, faites-y incroyablement attention. Lorsque un médecin nous parle, nous patients, c'est une expérience patient que je vous dis, on est inévitablement dans une situation malgré tout de soumission.
Et donc, n'en abusez pas et jouez ce langage vraiment dès le début dans la confiance et non pas dans l'abstraction d'une technicité à laquelle nous ne pourrions pas. Vous ne parlez pas pour vous, vous parlez pour nous. Et donc, la deuxième chose, c'est faites attention aux premiers mots. Les 7 premiers mots vous ont déjà catégorisé et celui qui va être pendant ensuite plusieurs mois le destinataire de votre parole et déjà au bout des 7 premiers mots, déjà, il a une idée sur vous. Et puis la troisième chose, c'est le rapport dans le langage entre les 3 fonctions du langage. Le langage verbal, c'est-à-dire les mots, la technicité, le langage paraverbal, c'est-à-dire la voix, les inflexions de la voix, le rythme, le débit de la voix, et puis le langage non verbal, c'est-à-dire le langage physique, le regard, le geste. C'est très important les gestes. Prendre quelqu'un en période hors Covid, bien sûr, le regarder, lui dédier un moment, faire un silence, tout ça, c'est aussi contribuer à la guérison par la parole. Et il y a une étude, et après vraiment j'en termine, qui date des années 60, qui est absolument fascinante. Je vais en parler très rapidement, de façon un petit peu rapide, pardon, trop rapide justement, et un peu moins rigoureuse qu'il le faudrait, mais un psychologue américain qui s'appelle Albert Mehrabian a théorisé la part respective de ces 3 canaux, le verbe, la voix, le geste dans la conviction. Il en a déduit, il y a 1000 réserves, hein, donc je ne prenez pas ça pour argent comptant, mais c'est assez significatif que le langage non verbal compte pour 55% dans la transmission d'un message, le langage paraverbal, c'est-à-dire la voix pour 38% et les mots pour 7%. Donc vous voyez bien que même si, encore une fois, il y a 1000 réserves, malgré tout, faites attention. Vous n'êtes pas que des mots quand vous parlez à vos patients. Vous êtes aussi un corps qui parle et vous êtes aussi une voix qui s'adresse. Et donc cette guérison-là, elle est au confluent de ça. Elle est au confluent évidemment de ce que vous savez et de ce que vous exprimez dans les mots et de ce que vous exprimez évidemment dans la technicité, mais elle est aussi dans l'humanité qui est recelée par le regard, la façon de se dédier à l'autre, fût-ce pendant un bref instant, à la fois vocalement et corporellement. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a une partie liée importante entre l'oralité et la guérison, et que peut-être là, effectivement, les mots MOTS peuvent guérir bien des mots MAUX. Merci pour vraiment cet exposé très très riche et auquel on ne peut qu'adhérer. On n'a qu'une envie, c'est de vous inviter dans nos facultés de médecine. Mais je viendrai volontiers. Avez-vous déjà été invité? Jamais. Jamais. Jamais, je vais dans des facultés de droit plus souvent qu'à mon tour, comme une sorte de retour aux sources, mais jamais on ne m'a invité dans des facultés de médecine, mais parce que, là encore, la question de l'enseignement de la parole. Vous savez, dans mon dernier bouquin, c'est pas pour faire de la publicité, mais j'aborde la question de la parole qui sauve. Et j'ai interrogé, pour parler de cette question de la parole qui sauve, un certain nombre de personnes qui ont un usage de la parole qui, par hypothèse, sauve. Et j'ai évidemment été voir un psychanalyste et un médecin. J'ai été voir un médecin qui est neurologue, qui s'appelle Sophie Talmen, qui est par ailleurs romancière, et qui m'explique qu'en réalité, à l'université, alors après, la question de la formation a déjà été abordée en amont, mais il y avait très peu de formation à la parole, qu'ils avaient un groupe de parole en 4e année, mais guère davantage, et que donc la question de l'explicitation n'était pas abordée, alors même qu'elle est très importante. Il y a l'idée, mais chez nous aussi, vous savez, chez les avocats, d'abord, on enseigne très mal la parole aux avocats, on la fait enseigner par des comédiens, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose, parce que même s'il y a une parenté entre la parole de l'acteur et la parole de l'avocat, ça n'est pas du tout la même chose. Donc chez nous aussi, elle est assez mal enseignée, cette parole. Et puis il y a l'idée quand même, mais chez nous aussi, que finalement, le droit comme la médecine serait une sorte de science exacte, et que par l'application mécanique de paradigmes, eh bien, on arriverait, parce que A est la conséquence de B, si j'ai B, j'ai nécessairement A, et donc de la même façon que vous avez ce raisonnement causal, nous les juristes, nous avons ce que nous appelons le syllogisme, c'est-à-dire j'ai une règle, j'ai une situation pratique et j'en déduis une conséquence. Le vol, c'est 3 ans de prison, monsieur A a volé, monsieur A encourt 3 ans de prison. Et donc, il y a aussi cette espèce de belle mécanique dans la parole des juristes que nous avons aussi parfois dans la parole des médecins, mais parce que c'est celle qui aboutit à ce que nous cherchons tous, c'est-à-dire vous la guérison et nous l'acquittement. Et ce que je voulais vous dire cet après-midi, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule guérison. Guérir, ça n'est pas seulement faire disparaître la maladie, c'est aussi vivre avec. Écoutez, merci beaucoup. Je crois que c'est très intéressant aussi cette notion de guérison, d'accompagnement finalement, et quelque part les patients sont
en recherche de sens. Une maladie n'a pas de sens. C'est-à-dire que je suis malade, j'ai pas... La maladie, elle est nécessairement injuste. Elle frappe de façon hasardeuse, injuste, incompréhensible, sauf pour ceux qui ont un rapport au divin particulièrement développé. Mais si vous voulez, je crois que l'impuissance thérapeutique n'est pas l'impuissance médicale. La médecine peut autre chose que la thérapeutique classique, c'est-à-dire, encore une fois, expliquer, dresser des perspectives. Et il ne s'agit pas là de guérir, mais encore une fois, d'une guérison de second rang. Ça n'est pas ce que nous cherchons de façon optimale, mais lorsque la guérison n'est pas possible, la médecine ne s'arrête pas pour autant. Comment positionnez-vous l'écoute par rapport à la parole ? C'est essentiel, mais là encore, nous avons dans nos professions des rapports identiques. Lorsque je reçois quelqu'un, c'est d'abord lui qui parle. Alors après, évidemment, c'est une question de calibrage, et je pense que nous avons un peu les mêmes problématiques là encore. C'est-à-dire qu'il doit parler parce que c'est lui qui vient me voir, donc il vient se livrer, mais à un moment, il faut que j'arrête. Dans mon précédent ouvrage, j'avais écrit un chapitre qui s'appelait « Je ne suis pas un réceptacle de parole ». Parce qu'à un moment, la parole doit s'arrêter, et une fois que j'ai su ce que j'avais à savoir, eh bien, c'est à moi de poser mon diagnostic, et dans ces 4 étapes, un diagnostic, un traitement, un bénéfice, une action, et donc à ce moment-là, je dois pouvoir aussi, et probablement est-ce que vous avez cela, je ne sais pas si vous l'avez, mais vous avez ces patients logoréiques qui viennent vous voir et qui n'arrêtent pas de parler, qui n'arrêtent pas de pleurer, et ce n'est pas vulgaire que de le dire. Moi, j'ai aussi des clients qui viennent me voir avec leur vie entière, parfois dans des sacs poubelles, et qui m'expliquent que leur cas, en réalité, il est extrêmement compliqué, et qui me posent un sac poubelle sur le bureau. Que faire ? Non pas jeter le sac poubelle, mais dire, écoutez, plutôt qu'un sac poubelle qui n'est pas intelligible, dites-moi ce qui vous arrive, dites-moi pourquoi vous venez me voir. Et la personne va commencer à se livrer, et à un moment, il faudra poser un jalon, parce que cette parole-là ne devient plus utile dans le rapport technique, parce que de la même façon, et ça c'est peut-être aussi quelque chose qui nous lie, nous sommes des techniciens, vous de la médecine, moi du droit, et donc en réalité, nous ne sommes pas assistantes sociales. Et donc, à un moment, la parole n'a d'intérêt que si elle permet, chez moi un raisonnement juridique, chez vous un acte de soin. Et encore une fois, de soin au sens pas seulement de la guérison, mais simplement de l'acceptation de la maladie. Alors, on parlait tout à l'heure de l'oralité qui était très mal enseignée dans les facultés de médecine. Est-ce que, par exemple, chez les avocats, vous avez une idée par rapport à d'autres pays, est-ce que l'oralité est bien prise en compte en France, mieux dans les pays anglo-saxons? Enfin, qu'est-ce que vous avez comme bien notion sûr, là-dessus? la comparaison est très habile parce que dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup mieux pris en compte. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est chez les médecins, mais d'une façon générale. Alors, d'abord, chez les avocats, quand je disais que c'était des comédiens qui enseignaient la prise de parole en public, c'est assez amusant parce que il y a toute une génération d'avocats dont je fais partie. J'ai prêté serment à la fin des années 1990. Eh bien, toute une génération d'avocats a été formée par une troupe de comédiens dans laquelle se trouvait par exemple Franck Dubosc. Donc, on ne sait pas assez que Franck Dubosc a formé une génération entière d'avocats parisiens. Mais indépendamment de cela, il y a évidemment une carence, mais qui ne date pas des études supérieures, qui remonte au lycée, au collège, voire à l'école primaire, où les anglo-saxons ont une tradition de la spontanéité, de l'exposition de ses sentiments, qui est beaucoup plus favorable à la parole que nous autres, qui avons fait le choix de la dissertation. Mais ça a partie liée à la science, en réalité, vous savez, parce que, maintenant, il y a eu le grand oral du baccalauréat, vous avez vu, et je crois d'ailleurs que dans les études de médecine, il y a une épreuve qui pose un peu difficulté, de cet oral chamboule-tout qui a été introduit et qui permet de modifier les classements avec un coefficient extrêmement fort et qui vous apparaît très subjectif, ce quoi vous n'avez pas nécessairement complètement tort. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'éducation, il y a un rééquilibrage entre l'écrit et l'oral, et c'est la science qui a évincé la parole. Pourquoi ? Parce que jusqu'en 1902, la classe de première s'appelait la classe de rhétorique. Mais on a trouvé que la rhétorique, c'était précisément trop subjectif, que c'était une parole qui n'était pas très sérieuse. Et à cette époque-là, on est à la fin du 19e siècle, vous savez, c'est l'époque du scientisme, c'est l'époque d'Auguste Comte, et on considère que finalement tout cela n'est pas très sérieux, et que le romantisme est passé par là, et qu'on veut rejeter cela, et que plutôt que l'étude des grands discours, on va être dans la dissertation, et on va être dans l'exactitude du raisonnement, plutôt que dans l'effusion de soi. Mais donc, finalement, on en revient un peu. Alors, peut-être que, vous savez, comme dans les effets de balancier, on est peut-être allé trop loin, et je sais les récriminations que vous avez à l'égard de cette épreuve d'oralité qui finalement fait
d'un poids peut-être excessif, mais encore une fois, l'effet de balancier est peut-être trop important, mais je crois malgré tout qu'un rééquilibrage est souhaitable parce que vous comme nous ne sommes pas que des techniciens et la guérison est aussi un acte d'humanité partagé. Bon, on ne pouvait pas finir par des plus beaux mots, je crois qu'on va... je crois qu'on va arrêter là. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Maître Perrier. Et puis, écoutez, merci à tous. Merci à tous les participants, à tous les orateurs qui se sont succédés cette journée. Je crois qu'elle a été très riche en enseignements, en polémiques, en discussions, en problèmes qui ne sont pas encore résolus, mais on est bien là pour ça, pour les développer. Et puis, merci à Medtronic et à Cécile de Monclin pour leur soutien et l'organisation sans faille. Et on se donne rendez-vous, écoutez, j'espère pour l'année prochaine. Tu veux dire un petit mot? J'espère, oui, effectivement. Je pense qu'on a encore vécu une belle journée, totalement avec des paroles totalement libres. Et c'est, je crois, ça qui est extrêmement important. C'est des échanges qui sont parfaitement ouverts et qui nous permettent de voir des horizons un peu différents de celui de notre quotidien au niveau de nos activités de soins. Donc merci beaucoup, Monsieur Perrier, d'avoir accompagné cette dernière session et j'espère qu'on pourra se donner rendez-vous à toutes et à tous pour l'an prochain, peut-être dans quelque chose d'encore plus présentiel, mais c'était déjà bien de se retrouver sur ce plateau. Olivier, merci à toi aussi. Merci.